À 1200 km du Mexique, une île française inhabitée, Clipperton, défie les vagues du Pacifique. L'explorateur Jean-Louis Etienne, accompagné de sa famille, débarque pour 4 mois d'aventure au cœur d'un écosystème unique. En quelques jours, un village écologique prend place sur l'anneau corallien. Les 40 scientifiques de cette expédition commencent l'inventaire de la biodiversité sur cet atoll, le plus mystérieux et le plus isolé du monde. Clipperton est le domaine du Gecarcinus planatus, un véritable mystère. Un crabe terrestre, perdu en plein milieu d'un océan, sur un atoll semi-désertique. Un animal apparemment sans prédateur, tellement sa robe est voyante. Jean-Marie Bouchard, docteur en biologie, est spécialiste des crustacés. Le dictionnaire les définit comme des animaux recouverts d'une carapace dure. Celui qui les étudie s'appelle un carcinologue. Clipperton est un fabuleux terrain d'investigation. Là, je suis en train de tout simplement de compter les crabes. Donc j'ai délimité un périmètre, et dans ce périmètre, je cherche tous les animaux qui sont présents. Alors il y a des animaux que j'attrape immédiatement, parce qu'ils sont à la surface. Et il y en a d'autres qui sont bien cachés dans leur terrier. Alors même si ces terriers, on a l'impression que je les détruis aujourd'hui, et bien demain ils les reconstruiront. Alors, on reconnaît très facilement les mâles des femelles grâce à la forme de l'abdomen. L'abdomen est bien triangulaire, donc il s'agit d'un mâle. Les plus gros animaux ici, les plus gros crabes ici sont des mâles. Contrairement au mâle qui a l'abdomen triangulaire, cette femelle a son abdomen qui est arrondi et qui prend l'ensemble de la surface du sternum. Ici, à l'ombre des palmes, le carcinologue recense 170 individus sur une surface de 100 mètres carrés. Il les déniche parfois à plus de 30 cm de profondeur. S'il y a autant de crabes sur le reste des 2 km² de l'île, alors Clipperton est habité par des centaines de milliers d'individus. Le Gecarcinus planatus règne en maître sur les terres de l'atoll corallien. Mais les biologistes s'attendent aussi à trouver de nombreuses autres espèces de crustacés vivant le long des pentes immergées du récif. Les crustacés sont au milieu marin ce que les insectes sont au milieu terrestre. Le nombre des genres, espèces, familles donne le tournis. Décapodes, stomatopodes. Leur prélèvement à Clipperton demande de la méthode. Brossage et suceuse. Les scientifiques prospectent entre 0 et 60 mètres de profondeur dans un milieu marin qui souffre régulièrement des cyclones. Le corail est cassé par les lames de fond et la vie peine à s'installer. L'équipe des carcinologues de l'expédition entend comparer la biodiversité de Clipperton avec celle des autres îles volcaniques non coralliennes du Pacifique Est, comme les Galapagos, Coco ou Malpelo. Au laboratoire de campagne, l'équipe établit un premier bilan. Il n'y a pas beaucoup d'espèces, mais chaque espèce présente un grand nombre d'individus. Pour l'ensemble des îles océaniques du Pacifique Ouest déjà étudiées les années précédentes,
488 espèces de crustacés ont été répertoriées. Ici, à Clipperton, les biologistes en dénombrent seulement 61. Les espèces endémiques, à savoir uniques et propres à l'île, ne représentent que 6% de ce décompte. L'une des espèces découvertes est ce Bernard l'ermite aux pattes oranges. L'équipe va rapporter plus de 1000 flacons d'échantillons divers pour analyse en laboratoire. Beaucoup de spécimens enrichiront les collections du muséum, une référence consultable par les scientifiques du monde entier. C'est en petit, ça se verra pas beaucoup que c'est fou. Elsa, la femme de Jean-Louis Étienne, mène une mission pédagogique. Elle collecte des informations auprès des scientifiques pour l'écriture d'un journal de bord destiné aux écoles primaires, dont le héros est un crabe surnommé Basile. Pour se protéger, lors des heures les plus chaudes de la journée, certains crabes se creusent un abri provisoire. Une tâche qui demande plus de 15 minutes pour dégager un bon kilo de sable. Il est souvent tentant de squatter un trou déjà fait. À Clipperton, les crabes vivent dans 12 environnements différents. Cocoteraies, plages, terrasses de sédiments. Les carcinologues doivent tous les étudier. Le comptage a lieu entre 10h30 et 17h, quand la majorité des crabes, fuyant la chaleur, sont dans leur terrier. Le Planatus s'est bien adapté à l'île, cohabitant tant bien que mal avec les 120 000 fous masqués et leurs becs acérés. Le carcinologue marque une centaine de crabes dont il va suivre le comportement jour après jour. Les marques au feutre disparaîtront lors de la mue annuelle. Une vingtaine de crabes va être emmenée au muséum, placée dans un environnement reconstitué pour compléter les observations en dehors de la période de l'expédition. Mais le Planatus semble aujourd'hui en danger. Les scientifiques des expéditions passées en comptaient plus de 10 millions. Mais après quelques semaines, Jean-Marie Bouchard estime aujourd'hui leur nombre à 1 seul million. Une diminution significative. Jean-Louis Étienne aborde le problème lors d'une visioconférence. Nous avons ici à l'heure actuelle Robert Pittman, qui est un biologiste américain. Il nous a raconté que la première fois qu'il était venu, il y a une vingtaine d'années, il y avait des crabes en abondance, alors que maintenant il trouve qu'on vit beaucoup plus tranquillement. Bon, il est évident qu'à chaque repas ou chaque fois qu'on reste assis ou immobile, les animaux, les crabes viennent sur vos pieds. Mais il dit qu'il y a une vingtaine d'années, c'était le soir, le sol était rouge de crabes. Et c'est ce que décrivaient aussi les militaires des années 66. Donc le crabe est en recul sur cette île. Et pourquoi le crabe est-il en recul? Il n'y a pas beaucoup d'explications. Ce que l'on peut dire peut-être, c'est que le rat s'est développé et on a vu dans les tanières de rats que les rats mangeaient beaucoup de petits crabes. Alors peut-être est-ce que ce sont les rats qui sont à l'origine de cette diminution du nombre de crabes, on ne le sait pas. Les scientifiques Michel Pascal et Olivier Lorvelec ont pour mission d'éradiquer les rats. Et voilà notre cher petit bouffeur de crabes. Il n'y a aucun oiseau ici capable de faire ça. C'est peut-être lui qui a tué tous les crabes qui sont là. Ces rongeurs, arrivés par accident, perturbent l'équilibre de l'île. La tâche de Michel et Olivier, surnommés Ratator, est délicate. L'espèce semble avoir proliféré bien plus que prévu. Une éradication ratée est pire que tout. Les quelques rats qui restent sont en général les plus malins. Dans le même temps, les proies, libérées de la pression des prédateurs, prolifèrent rapidement et deviennent un formidable réservoir de nourriture pour les nouvelles générations de rats. À terme, les rats bien nourris se développent à nouveau de façon spectaculaire. Ils doublent leur nombre par rapport à la colonie de départ, venant perturber de nouveau l'écosystème qu'ils ont colonisé. L'accroissement soudain de leur population risque surtout de faire disparaître les espèces que l'on voulait protéger. La moyenne remonte 27. Les rats
ont été vraisemblablement introduits sur l'île en 1998. Ils étaient les passagers clandestins d'un bateau malmené par une tempête et qui s'est échoué sur une des plages. Maigre consolation, l'épave est désormais colonisée par d'autres crabes, les Grapsus grapsus. L'homme a introduit les rats dans plus de 80% des îles du monde. Le rongeur a suivi nos pas et, comme nous, colonise la planète entière. De la même façon, malheureusement, de nombreuses espèces végétales et animales nous suivent. Ces mouvements que nous provoquons ont aujourd'hui autant d'impact sur la nature que le réchauffement climatique. La mer a aussi permis la colonisation de l'île par les crabes. Leurs larves sont arrivées à Clipperton grâce aux courants océaniques, voyageant à bord de radeaux de verdure, de troncs flottants arrachés au continent lors de violentes tempêtes. L'espérance de vie de ces larves, de 10 à 18 jours, confirme qu'elles ont pu venir à bord d'arbres morts, par exemple, en provenance d'autres archipels du Pacifique Est et des côtes mexicaines, où vivent de très proches cousins du Planatus. Une fois arrivés sur l'île, les larves se sont développées. Les crabes ont bénéficié de l'humidité des galeries souterraines. Cette humidité est une condition essentielle au fonctionnement de leur système respiratoire, les branchies dont sont munies toutes les espèces de crabes, marines ou terrestres. Pour rester hydratés, les Planatus fuient la chaleur de midi. Mais les places à l'ombre sont chères le long du lagon, leur seul point d'eau douce. Jean-Marie Bouchard place des capteurs d'humidité. L'anneau de corail agit comme une immense éponge dont les crabes tirent le maximum de fraîcheur en collant leur ventre sur le sol. Avec Jean Pratt, le responsable des opérations logistiques, Michel et Olivier, les ratateurs, poursuivent leur campagne d'extermination. Ils embarquent une 50aine de pièges à rats. Leur destination, les minuscules îlots qui se trouvent au centre du lagon fermé. Ils veulent savoir si les rongeurs ont trouvé le moyen de les atteindre. Ouh là là, si on arrive à mettre 15 pièges là-dessus, on va faire le tour pour les mettre le zodiac sous le vent. Sous le vent, ouais. On va quand même mettre des pièges. Ce qui est embêtant, c'est qu'on risque d'attraper les poules d'eau dans les pièges. Ah oui. S'il y a des nids de foulques et de poules d'eau comme ça, c'est qu'il n'y a probablement pas de rats sur l'île. Donc on rembarque tout et on va mettre... Et on met les 50 pièges là-bas. Comme ça. Je vais essayer de faire le chevalier. L'absence des rats sur les îlots a permis aux petits oiseaux, chevaliers, sternes, noddies, foulques, de s'y reproduire. Sur la bande de terre principale, les fous, avec leurs becs acérés, sont les seuls volatiles à pouvoir se protéger du rat et du crabe. La question de l'éradication du rat se pose toujours. Le choix est cornélien. Si le rat est éradiqué, la population de crabes explosera à nouveau. Cela mettra en danger la végétation déjà clairsemée des cocoteraies et des rivages du lagon. L'expédition a noté que cette flore était aujourd'hui un peu plus vivace qu'à l'époque où l'île comptait 10 millions de crabes. Si, par contre, le rat se développe, le nombre de crabes diminuera et la végétation aura alors une chance de prendre de l'ampleur. Les crabes raffolent des najas, les algues filiformes dont ils vont chercher les jeunes pousses le temps d'une courte immersion. Les carcinologues ont observé que la majeure partie des explorations des Planatus ne dépassait pas les 30 mètres, peut-être par peur de ne pas retrouver leur galerie. Il y a donc les crabes du lagon, les crabes des palmeraies et les crabes du littoral. Ainsi, faute de végétation,
les crabes végétalistes de Clipperton se sont adaptés. Ils sont devenus omnivores. Pour subsister dans un périmètre réduit, le Planatus a élargi son spectre alimentaire aux cadavres de murènes, aux dépouilles des oiseaux, à leur régurgitation et aux œufs. Sous sa séduisante carapace orange, le débonnaire végétarien est devenu aujourd'hui un charognard opportuniste. Mais son mets préféré reste les palmes du cocotier qu'il décortique avec dextérité. Toutes les espèces botaniques de Clipperton font l'objet d'un recensement précis de la part du logisticien Gérard Guérin et d'un scientifique du Muséum de Paris, Alain Coutet. Il mesure un cocotier. C'est une idée de Gérard, mais c'est une idée géniale. C'est le tire-bouchon spécial coconut. Pas perturber l'artiste en plein effort. On déposera avec ça le tuyomètre. Un cocotier. Là, ce que je fais, j'essaie d'avoir une dimension de l'arbre le plus grand pour donner les informations aux collègues qui vont ensuite analyser les photos qu'on va leur rapporter. Après, il faudra faire un petit calcul d'erreur. Pousse-le avec l'échelle déjà. Ça monte plus. Ça monte pas grand-chose. Hein. Ça ne fait pas le con. Hein. Ce cocotier ferait 14 mètres. À 2 mètres près, c'est bon. Hein. Tu mesures en bas? En cuisine, Pascal Salin mène une lutte de tous les instants contre ceux qui l'assiègent pour piller les provisions du camp. Donc là, nous avons les deux principaux prédateurs et fournisseurs de dégâts des matières premières, à savoir le crabe de Clipperton et le rat de la même île. Ils sont aujourd'hui tous les deux ensemble, mais à chaque fois que j'en ai deux ensemble, il y en a un des deux qui meurt. C'est pas toujours le même. La dernière fois c'était le rat, aujourd'hui c'est le crabe. Donc affaire à suivre. L'œuf sur lequel ce crabe veille jalousement ne vient pas de la cuisine, mais du nid d'un fou masqué. C'est un mets très rare, car les fous tiennent généralement éloignés les blindés oranges à grands coups de bec. Les crabes ont le champ libre lorsqu'il n'y a plus de relève entre mâles et femelles, quand le nid est laissé sans surveillance. Ces cocotiers épargnés par les crabes ont été plantés par l'homme au début du XXe siècle, à l'inverse d'autres graminées apportées par le vent et les courants. La récente baisse du nombre de Planatus a permis à la végétation de prendre un peu d'ampleur. Au sol, Alain Coutet poursuit l'inventaire. L'hypomée, de la famille des liserons, permet au crabe de profiter de l'hygrométrie importante procurée par son enchevêtrement racinaire et ses larges feuilles. Ce nouveau tapis de verdure est en sursis. Si le rat est éradiqué, il faut être conscient que la population de crabes augmenterait et toutes les plantes seraient mangées. La végétation est soumise à des conditions difficiles. Les embruns salés balaient régulièrement la côte et brûlent toutes les jeunes pousses. S'ajoutent à cela les cyclones qui anéantissent chaque année tous les efforts des bataillons de chlorophylle. Alain Coutet traque la flore jusqu'au cœur du rocher, où l'humidité permet à quelques algues microscopiques de se développer. De l'autre côté du piton rocheux, Jean-Marie Bouchard poursuit ses études sur le Planatus. Quelques crabes vivent dans les hauteurs, cachés dans les failles, se nourrissant de fientes d'oiseaux, de cadavres de cafards, de lézards ou de geckos. Mais la plupart restent au sol, à proximité du lagon. Car les crabes sont inféodés à l'eau. Ils ont besoin d'hydrater leurs branchies. Ils ont également besoin des sels minéraux pour consolider leur carapace.
Ici, le sol est plus dur à creuser pour les crabes. La nourriture y est aussi plus rare. Comme dans beaucoup d'autres endroits déserts de l'île, les territoires sont l'objet d'âpres combats. Les combats ne sont pas seulement des parades d'intimidation. Les décapodes orange fluo en sortent souvent mutilés. Cet animal-là a perdu deux pattes. Les deux dernières pattes arrière à gauche, et on voit très bien les bourgeons des pattes qui sont en train de repousser. Donc c'est des animaux qui sont capables de perdre un membre volontairement, qui se sectionnent au niveau de leur hanche, et pour échapper à un prédateur, c'est-à-dire qu'ils laissent le membre au prédateur, qui généralement sont contentes, et ça permet à l'animal de s'échapper. C'est comme si on perdait un bras, ça serait quand même bien qu'il puisse repousser aussi. L'armure orange n'est pas à toute épreuve. Ce Planatus s'est luxé une pince dans un corps à corps. Il est capable de s'amputer lui-même pour permettre la repousse d'un nouvel appendice. Les crabes n'arrivent pas toujours à se débarrasser de leur pince déficiente et la traînent pendant des jours. Lorsqu'enfin ils y parviennent, la cassure est nette, sans lambeaux de chair, comme si les crabes n'étaient qu'un montage de pièces détachées. Seuls les nerfs de la pince abandonnée lui donnent encore un peu de vie. Un autre carcinologue, Joseph Poupin, assiste Jean-Marie Bouchard pour décrypter les méandres et les labyrinthes de Crabopolis, la ville souterraine des Planatus. Pour comprendre quelle forme ont les galeries, ils y coulent de la résine d'époxy. Suivant la granulométrie du terrain, les tunnels pourraient s'enfoncer plus ou moins profond dans le sol. L'endroit choisi est l'un des plus tendres, a priori le plus propice à des réseaux complexes. Regarde, ils ressortent là-bas. C'est passé de l'autre côté, regarde Jean-Marie. Jean-Marie Bouchard prépare 15 crabes pour les présenter au public au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Un savoir-faire hérité d'un temps où l'esthétique était importante. Aujourd'hui, les collections sont destinées aux chercheurs et c'est l'ADN qui est sur le devant de la scène. On les conserve donc plus banalement dans des bocaux d'alcool. Roger Swenston, un Australien, peintre naturaliste de l'expédition, accompagne les scientifiques pour croquer le bestiaire de l'île. Il profite de l'immobilité des crabes statufiés par Jean-Marie. Pour réaliser un dessin d'une extrême précision et reproduire fidèlement les caractéristiques de l'espèce, Roger observe plusieurs spécimens de Planatus. Toutes les espèces de crabes trouvées sur l'île sont également naturalisées. 24 heures après avoir coulé la résine, Joseph Poupin démoule l'empreinte de la galerie. Donc ce qu'on voit essentiellement, c'est la profondeur du terrier qui est assez faible, la largeur des galeries, quand même assez large, pas très haute, et puis un réseau varié à partir de l'entrée principale. La possibilité de déboucher sur plusieurs galeries à partir d'une entrée de terrier. Voilà. Cette partie de l'île, un mélange de sable, de poudre de corail et de guano, est un véritable gruyère. Joseph Poupin et Jean-Marie ont compté 113 orifices sur 100 mètres carrés. Les Gecarcinus planatus de Clipperton sont immortalisés, mais ces crabes sont toujours en danger. Finalement, l'opération d'éradication des rats a été suspendue. Ils pullulent. Les 1000 pièges amenés ne suffisent pas et il faudra revenir pour une opération encore plus importante. Jean-Louis Etienne souhaite installer une base scientifique sur Clipperton. Cet atoll est un lieu privilégié pour expérimenter par quels moyens un écosystème perturbé par l'homme peut retrouver un équilibre naturel.
une initiative qui pourrait faire de Clipperton une île modèle en matière de protection de l'environnement. L'explorateur Jean-Louis Etienne, accompagné de sa famille, débarque pour 4 mois d'aventure au cœur d'un écosystème unique. En quelques jours, un village écologique prend place sur l'anneau corallien. Les 40 scientifiques de cette expédition commencent l'inventaire de la biodiversité sur cet atoll, le plus mystérieux et le plus isolé du monde. L'existence de Clipperton, comme pour toutes les îles volcaniques, commence dans les abysses, à 3500 mètres de profondeur. Il y a 50 millions d'années, la tranquillité du royaume des poulpes à oreilles, des anémones et des vers tubulaires est brisée par d'étranges geysers sous-marins. Au fond de l'océan Pacifique, une longue fracture de l'écorce terrestre déverse des vagues de magma en fusion. Cette lave sans cesse renouvelée forme le plancher océanique, un véritable tapis roulant qui un jour se déchire. La lave sous pression emprunte la moindre faille pour jaillir des entrailles de la Terre. Des volcans grandissent, l'un d'eux perce la surface et devient une île. Le corail se développe et se fixe sur les flancs de cette nouvelle Terre. Après plusieurs millions d'années d'activité, le volcan s'arrête de monter, mais il est toujours posé sur le tapis roulant des plaques océaniques et plonge lentement dans les abysses. Le corail, lui, est un organisme vivant qui continue de pousser et se maintient en surface. Cet atoll est donc le dernier souvenir d'une île dont le sommet est désormais englouti. Clipperton. Seul atoll corallien de tout le Pacifique Est, Clipperton a une importance capitale. Le corail de son immense anneau renferme l'histoire de la température de l'eau de ce bout d'océan depuis des siècles. C'est un matériau de recherche idéal pour la paléoclimatologie, l'étude des climats passés. Seul vestige du volcan, une dent rocheuse haute de 29 mètres intrigue les scientifiques, géologues, minéralogistes et biologistes. Sa beauté minérale attire aussi Roger Swainstone, un Australien, peintre naturaliste de l'expédition, spécialiste des récifs coralliens. Ses dessins, effectués sur Terre et sous la mer, complètent les observations des spécialistes. Les pentes de corail sur lesquelles se dresse le rocher devraient délivrer l'histoire climatique du Pacifique Est et aider les paléoclimatologues à prédire l'avenir, à rendre plus fiables les prévisions météorologiques. 2, 1, hop! Une passionnante enquête commence sous les eaux. Pour que le corail livre ses secrets, il faut prélever des échantillons en le forant. Mais à Clipperton, ce genre d'exercice est périlleux. En plus des requins attirés par le bruit des machines, les côtes sont balayées par une forte houle océanique. Les courants gênent les plongeurs. Seule la côte sud-ouest offre un calme tout relatif. Les plongeurs privilégient un spécimen de corail en forme de patate. Certaines d'entre elles ont plusieurs centaines d'années et continuent encore de grandir. En plongeant dans leur cœur, les scientifiques peuvent donc remonter le temps. En forant, ils vont obtenir de longs cylindres, les carottes.
En observant les différentes densités du corail et en analysant ses éléments chimiques, les paléoclimatologues pourront décrypter les températures de l'eau des années passées. Le voyage dans le temps de Thierry Corrège et son équipe, membres de l'Institut pour la recherche et le développement, ne fait que commencer. Là, on a remonté une carotte de 2 mètres de long à peu près, ce qui doit représenter 150 à 200 ans d'histoire de la mer. Il y a le plan. Voilà. J'ai plus un pet d'air. Il ne faut pas avoir beaucoup non plus. Pour remonter un jeu. La partie vivante, on la voit très bien ici, elle fait à peu près un demi-centimètre. Tout le reste, c'est du squelette mort. Et donc, un corail comme ça qui va avoir 200, 300 ans, c'est comme s'il y avait eu un building de construit pendant 300 ans et chaque année, les gens construisaient un nouvel étage, changeaient d'étage et nous laissaient des traces et à nous de décrypter les traces. En général, plus la température est chaude et plus le corail pousse vite. Donc si tu vois des années où le corail a poussé moins vite, par exemple, ça veut dire qu'il a fait plus froid. Les gens travaillent sur les arbres exactement comme ils travaillent sur les coraux, en regardant par exemple les différences de pousse des arbres. Année après année, ça permet de savoir s'il y a eu des sécheresses, par exemple, si la pousse est très réduite, ça veut dire qu'il y a eu une sécheresse. Et donc après, on peut corréler les données des coraux avec les données des arbres pour comparer, pour voir si on obtient les mêmes résultats, si l'histoire climatique est la même entre les continents et les océans. C'est un événement dans le monde de la paléoclimatologie. Pour la première fois, une carotte de corail est forée dans le Pacifique Est. Ça va, John? Tu t'en sors ou tu as besoin d'aide? Expédiée en laboratoire, cette carotte va rejoindre d'autres prélèvements récoltés aux 4 coins de la planète. Des carottes de glace, par exemple, ou des troncs coupés dont les cernes témoignent aussi du passé climatique de la planète. Aujourd'hui, près de 1000 carottes de corail ont déjà été réalisées à travers le monde. La plus grande jamais forée fait 12 mètres, en Indonésie, et permet aux chercheurs de remonter dans le temps sur plus de 1200 ans. Avant d'être analysé, le précieux échantillon va prendre un petit bain dans l'eau douce du lagon. Il faut toujours les rincer bien dans l'eau douce pour éviter qu'il y ait du sel à l'intérieur. Parce que comme on analyse des éléments chimiques qui sont à l'état de traces, ce qu'on veut analyser, c'est le squelette du corail et pas le sel résiduel de l'eau de mer. Sur cet immense anneau de 12 km de circonférence, véritable plateforme de corail mort, la vie s'est lentement développée. L'île a été découverte en 1705. Les hommes ont depuis tenté en vain de l'habiter. Ils y ont planté ces cocotiers, point de ralliement de bon nombre d'oiseaux migrateurs. Les chercheurs de l'expédition Jean-Louis Étienne ont installé leur laboratoire de campagne à l'ombre des palmes. C'est ici que sont faites les premières analyses du corail longtemps classé comme un minéral ou un végétal. En fait, c'est l'œuvre de petits animaux, les polypes. Mehdi étudie la structure et le développement de ces curieux amas blanchâtres. Alors les coraux que j'étudie ici sous la bino sont blancs, parce qu'en fait je les ai passés dans une solution de javel pour pouvoir bien les nettoyer et mieux les observer à la loupe binoculaire. Alors ce qu'on voit ici, chaque petit trou en fait c'est un individu. Et la colonie corallienne, c'est donc l'ensemble de ces individus qui sont physiquement en fait reliés entre eux. Cette fine dentelle n'est donc rien d'autre qu'un édifice où chaque polype a construit son alvéole. Mais à l'origine d'une patate de corail, il n'y a qu'un seul individu, car ces petits animaux ne s'accouplent pas pour se reproduire. Ils se dédoublent chaque année.
À côté du corail, sur les roches prélevées au fond de l'eau, Mehdi traque les jeunes polypes, pionniers du corail, ceux qui se fixent en premier et sont à l'origine d'une future colonie, d'une future patate. L'estimation de leur quantité sur un petit périmètre permet d'évaluer la bonne santé de reproduction d'un récif. Ces études sont primordiales car un tiers des massifs coralliens de la planète a déjà disparu à cause de la pollution ou des activités humaines, comme la pêche à la dynamite. Le corail a un rôle essentiel dans le développement de la faune et de la flore de chaque atoll. Les enjeux économiques qui sont liés aux récifs, comme la pêche ou le tourisme, représentent 375 milliards de dollars par an. De quoi s'inquiéter de leur protection. Le peintre Roger Swenston part explorer les pentes coralliennes de l'île. Roger plonge tout autour de l'île pour apprécier la diversité du récif et témoigner. Le corail est le plus formidable bâtisseur de notre planète, très loin devant l'homme. Depuis 500 millions d'années, ces polypes construisent alvéole après alvéole et façonnent les paysages des océans. Certaines parties des Pyrénées et des Alpes sont elles-mêmes constituées de coraux fossiles, anciens sédiments marins, projetés à l'air libre par la tectonique des plaques. Muni de grandes feuilles de calque et de crayons gras, Roger s'assoit généralement plusieurs heures sur le même rocher pour croquer un panorama. Il se fond au milieu de cette vie intense pour mieux l'observer. Il n'y a qu'une seule contrainte, la quantité d'air que lui fournit sa bouteille de plongée. Comme il est quasiment immobile, les poissons l'oublient vite pour vaquer à leurs occupations. Tout ce que le peintre observe au cours d'une journée se retrouvera sur le même dessin. Sa toile est un instantané rassemblant la vie quotidienne d'un bout du récif. Elle inventorie les espèces et saisit une partie de leur comportement. On comprend que ce travail soit très apprécié des biologistes. Ces dessins complètent à merveille leurs observations. Au bout de 2 heures, Roger a réalisé une ébauche. Le peintre peut passer jusqu'à 50 heures assis sur le même bout de récif. Mais c'est dans son atelier qu'il finit son tableau. Un travail qui demande une connaissance au millimètre de chaque espèce de corail. Le temps d'une bouteille de plongée passe très très vite. Donc. Ce qu'on doit essayer de capturer, c'est les masses et les formes principales. Je ne peux pas perdre le temps à remplir ça sous l'eau, donc je marque avec les croix ou c'est les ombres complètement noires. Par exemple, celui-là, c'est un contour assez simple, mais pour avoir la lumière, j'ai fait un peu l'ombre sous l'eau de celui-là. Et chaque type de corail, je représente aussi précisément que je puisse, avec le temps disponible, les formes. Et après, c'est un travail de mémoire. Poissons ou crustacés, tous les pensionnaires de ce coin de récif, observés minute après minute, seront dessinés à la place où ils ont été aperçus. Clipperton n'est pas un havre de paix. L'île reçoit de plein fouet la houle océanique. Cyclones et tempêtes la balayent constamment. De violentes rafales
éprouvent le campement. L'eau de pluie s'infiltre partout. D'énormes lames bouleversent les fonds marins. Elles arrachent les patates de leur socle et les roulent sur une zone plate constamment immergée, une plage de corail appelée platier. C'est une aubaine pour l'équipe de Thierry Corrège qui peut venir les forer à marée basse. Elles sont des milliers échouées sur le pourtour de l'atoll. Si les patates vivantes nous font remonter le temps sur près de 200 ans, ces patates fossiles permettent d'aller encore plus loin. Lorsque l'équipe a fait son choix, il lui reste à forer dans le sens de la longueur, celui de la croissance du corail. L'opération se déroule hors d'atteinte des rouleaux qui casseraient le matériel de forage. Chaque carotte à terre, parce qu'on a maintenant des méthodes qui permettent de les dater précisément. Ce qui fait que ces carottes-là, qui sont sur le platier, elles ont peut-être 300, 400, 500 ans. Et il y a 400 ou 500 ans qu'elles ont été emportées par une tempête. Ce qui fait qu'on peut dater le début et la fin de la patate. Et donc on va avoir un enregistrement qui va se situer par exemple entre 1600 et 1700 ou 1500 et 1600. Donc on espère que si on a des patates qui ont le même âge, elles vont nous donner les mêmes résultats. Et ce qu'on espère surtout, c'est avoir des patates qui vont par exemple aller de 1800 à 1750, une autre va aller de 1770 à 1700, etc. Et une autre de 1720 à 1680. Et comme ça, de proche en proche, on espère remonter dans le temps. Donc c'est en échantillonnant le plus possible de patates que statistiquement, on augmente nos chances d'avoir une couverture temporelle la plus large possible. Après plusieurs heures d'efforts, Thierry et son équipe obtiennent 13 carottes fossiles. Ils les préparent pour les expédier au laboratoire français de Bondy, dans la banlieue parisienne. Le plus important est de restituer le puzzle en identifiant ses pièces. Ces tronçons sont inséparables. S'ils sont mélangés, les relevés chronologiques seront impossibles. Clipperton fossile, ça veut dire que ce sont des carottes fossiles que nous trouvons sur le platier. C'est la numéro 8, celle-ci. Et ça, c'est le tronçon numéro 1. Ça, c'est le tronçon numéro 2. Et on met toujours une flèche pour indiquer le haut de la carotte. Comme ça, si jamais les tronçons sont égarés, cassés, on se retrouve. Ils sont tous numérotés et ils sont tous orientés. L'analyse de ces carottes permettra de reconstituer les grands cycles climatiques de cette région du monde et ainsi d'y rendre plus fiables les prévisions météorologiques. Loin de tout, l'île de Clipperton demeure pourtant reliée au monde grâce à une antenne satellite haut débit alimentée par l'énergie solaire. Jean-Louis Etienne anime régulièrement des vidéoconférences en liaison avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ils sont venus avec un carottier et ils ont fait des trous dans le corail qui était à la fois sur le corail qui était éjecté, qui était sur la terre, et le corail sous-marin. L'étude de ces carottes va permettre d'avoir l'histoire des variations de la température de l'océan ces 200-300 dernières années. Donc Clipperton, qui est aussi dans une situation géographique sous influence des phénomènes El Niño, cette étude va permettre de mieux connaître ce phénomène et surtout l'extension de ce phénomène dans le Pacifique Ouest, dans sa partie nord. El Niño est le nom d'une perturbation climatique majeure. Les hommes aimeraient prédire sa fréquence et son ampleur, car le phénomène provoque des catastrophes. Pour l'expliquer, Thierry Corrège dessine une baignoire et un ventilateur. Vous avez l'océan Pacifique, c'est une grosse baignoire, et le ventilateur, eh bien, ce sont les alizés, donc ces vents qui soufflent et qui vont en fait souffler en gros d'est en ouest, et ils vont pousser dans le Pacifique les eaux de surface qui sont chaudes vers la partie ouest du Pacifique, vers l'Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie. Ça, c'est la période, c'est ce qu'on a en général en période moyenne. De temps en temps, pour une raison que l'on ne connaît pas encore totalement, eh bien les alizés
ils faiblissent, ou ils sont carrément supprimés. Donc qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez votre ventilateur? Eh bien, à grande échelle, vous allez avoir cette bulle d'eau chaude, là, ce renflement, qui va complètement s'épancher vers l'est. Et donc, vous allez avoir un rétablissement du niveau de la mer dans le Pacifique, un mouvement de ces eaux chaudes vers l'est, et c'est ce que l'on appelle le phénomène El Niño. Alors, ce qui se passe donc, c'est que normalement, vous avez au-dessus de cette bulle d'eau chaude là, dans le Pacifique Ouest, vous allez avoir beaucoup de pluie, parce qu'il y a beaucoup d'évaporation et en même temps beaucoup de pluie. Quand vous avez un phénomène El Niño, cette zone de pluie va se déplacer vers l'Amérique du Sud. Donc, en Australie, en Indonésie, vous allez avoir de la sécheresse, alors qu'en Amérique du Sud, vous allez avoir des pluies torrentielles, des inondations, et tout ce que ça comporte de problèmes pour les populations. Les pluies torrentielles d'El Niño emportent des villages en Amérique du Sud. Les épidémies se propagent. L'élévation de la température de l'eau pousse certaines espèces de poissons à s'enfoncer plus profondément dans l'océan. Privés de nourriture, les pêcheurs des côtes du Pérou sont réduits à la famine. Quant aux phoques, ils meurent par milliers. Si les scientifiques sont incapables de stopper le phénomène El Niño, ils cherchent à mieux le comprendre pour en minimiser les effets. Leurs prévisions permettraient de lancer des campagnes préventives de vaccination ou d'adapter les modes de culture avant une période de forte sécheresse. Le corail est un élément essentiel de ces travaux. Il risque pourtant de disparaître. Aux côtés des paléoclimatologues français de l'expédition, des chercheurs d'autres nationalités sont venus à Clipperton pour étudier sa diversité et tous les périls qui le menacent. Au fil des semaines, le camp de Clipperton est devenu une petite cité cosmopolite. Au milieu du caquetage des oiseaux, on parle espagnol, français, hébreu ou anglais. Pendant les 4 mois de l'expédition, des dizaines de scientifiques se relaient ici. Ils sont accourus des 4 coins du monde pour étudier la biodiversité corallienne de l'atoll. C'est le cas de ces 2 chercheuses mexicaines, Viviane Solis et Margarita Hermoso Salazar. Dans leur laboratoire de fortune, elles brisent des blocs fossiles à la recherche d'animaux perforateurs. Ce sont généralement de petits vers qui creusent des galeries en dissolvant le corail. Ces cachettes sont autant de refuges providentiels pour les petits crustacés comme ce crabe. À quelques pas de là, Carlos González inventorie les invertébrés qui vivent en symbiose avec le corail, comme cet oursin ou cette étoile de mer. À ses côtés, Jean-François Flot achève une étude dont les principaux résultats seront bientôt communiqués au grand public. Son but, sensibiliser l'opinion publique aux dangers qui pèsent sur les massifs coralliens. Pour lui, Clipperton est une aubaine. Ce qui est intéressant à Clipperton, c'est qu'il y a très peu d'espèces de corail différents. Pour donner un ordre de grandeur, sur la Grande Barrière de Corail, on a un peu plus de 300 espèces de coraux. Ici, on en a une quinzaine. À terme, l'idée c'est que pour bien protéger les coraux, il faut déjà savoir les reconnaître et les identifier sur le terrain. Donc le but de mon étude serait d'aboutir à un guide pratique avec des photographies que les gens peuvent emporter avec eux sur le bateau, voire sous l'eau, et qui leur permettrait de reconnaître les différentes espèces de ce genre sur le récif et de juger de leur abondance, d'observer si une espèce disparaît ou si au contraire une espèce devient de plus en plus abondante. Si ces coraux n'existaient pas, on n'aurait pas de récif par exemple en Polynésie française ou sur la Grande Barrière qui entoure la Nouvelle-Calédonie, et la chaîne alimentaire de nombreux écosystèmes ne pourrait pas fonctionner. Et des pays entiers comme les Philippines par exemple, dont l'économie repose sur la pêche et la subsistance à partir du récif, ne pourraient survivre si les coraux meurent. Donc c'est tout l'intérêt d'étudier ces coraux avant qu'ils ne disparaissent pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent et essayer de les sauver. Pour la première fois depuis sa création il y a des millions d'années, l'anneau de corail de Clipperton délivre son message. Les récifs doivent être protégés, car en témoignant des climats passés, ils nous donnent les codes pour lire le futur climatique de la Terre. Mais il faut faire vite. Clipperton est en sursis. Notre planète se réchauffe et les glaces des pôles fondent. L'inexorable montée du niveau de la mer pourrait engloutir une Terre si frêle.
grâce aux travaux de l'expédition, l'île occupe désormais une position stratégique dans l'océan Pacifique. À 1200 km du Mexique, une île française inhabitée, Clipperton, défie les vagues du Pacifique. L'explorateur Jean-Louis Etienne, accompagné de sa famille, débarque pour 4 mois d'aventure au cœur d'un écosystème unique. En quelques jours, un village écologique prend place sur l'anneau corallien. Les 40 scientifiques de cette expédition commencent l'inventaire de la biodiversité sur cet atoll, le plus mystérieux et le plus isolé du monde. Chaque année sur notre Terre, en plein océan Pacifique, après la saison des cyclones qui malmènent cette région du globe, un incroyable et massif rassemblement a lieu sur cet atoll mystérieux. La moitié de la population mondiale de fous masqués se retrouve sur l'île de Clipperton. Ces oiseaux du grand large vont et viennent au-dessus du grand bleu, mais retrouvent toujours leur atoll pour se reproduire. Ils s'orientent grâce à la position du soleil. Les fous masqués nichent autour du camp tout le long des 12 km de l'anneau corallien. Cette colonie, de très loin la plus importante au monde, est estimée à 120 000 individus. Elle est étudiée en partie par les ornithologues français Mathieu Lecor et Henri Weimerkirch, qui établissent un premier inventaire. Les fous masqués sont lourds, malhabiles. Ils ne peuvent pas manœuvrer entre les troncs des cocotiers et ont besoin d'espace pour atterrir, décoller. La cocotteraie est le domaine des fous bruns à pattes vertes et des fous à pattes rouges. Ces derniers ont installé leur nid à l'ombre des grandes palmes. Clipperton est un bon abri. Trois ornithologues les étudient. Le français Charlie Bost, du laboratoire de Chizé, et les américains Lisa Balance et Robert Pittman, de San Diego. Ils pèsent, mesurent et étudient l'alimentation des adultes et des poussins de l'atoll. L'un des attraits majeurs de Clipperton, pour beaucoup d'oiseaux migrateurs, est son lagon fermé contenant de l'eau douce. Une eau de pluie mêlée à celle de l'océan, filtrée par le corail. C'est le seul point d'eau douce dans toute l'immensité du Pacifique Est. Sans cette eau douce, les poules d'eau, foulques, chevaliers, ne viendraient pas s'y reposer et tenter de s'y reproduire. Les ornithologues vont recenser une trentaine d'espèces visiteuses. Nodilles, sternes fuligineuses, pailles en queue, hérons, frégates, qui viennent chaque année faire escale sur l'atoll. Les petits oiseaux migrateurs sont menacés par la présence des rats. Débarqués il y a quelques années d'un navire échoué, ces rongeurs ont envahi l'île et s'attaquent à leur nid. Même les imposants fous masqués pourraient être victimes du rat. Ce petit muridé mange les crabes. Or, ceux-ci dévorent les espaces verts. Si le rat fait disparaître les crabes, l'île se couvrira de végétation
et il en sera terminé des espaces de reproduction pour les fous masqués. Les fous à pattes rouges, à pattes vertes, les fous blancs, se nourrissent exclusivement de poissons et vont permettre de mieux évaluer la santé des océans. Charlie enquête sur leur régime alimentaire. Et ben quand on manipule l'adulte de fou à pieds rouges, naturellement il va régurgiter les poissons qu'il a pêchés et qu'il garde dans son estomac. C'est un comportement qui correspond à une défense antiprédateur que l'animal fait naturellement lorsqu'il est manipulé ou qu'il se sent menacé. Ça nous permet d'étudier l'alimentation de l'oiseau sans nuire à la croissance du poussin. Et ça, c'est un des grands avantages donc, de l'étude de ces oiseaux marins donc sous les latitudes tropicales. Les oiseaux des latitudes tempérées ou nordiques ne font pas ce genre de comportement. Yeah. Donc là, voilà 2 poissons volants qui ont été capturés par ce fou à pieds rouges au cours de son dernier voyage en mer. Et 2 poissons que ce fou s'apprêtait donc à donner à manger à son poussin. Les fous à pieds rouges chassent les thons qui eux-mêmes chassent les poissons volants jusqu'à la surface. Les poissons volants jaillissent ainsi hors de l'eau et là, ils sont attrapés par les fous. Nous avons examiné et mesuré ce poisson. Nous aimerions maintenant le restituer au poussin. Voilà, ça suffit. Il le régurgitera au petit quand nous serons partis. Selon les premières analyses, la quantité de nourriture nécessaire aux poussins est d'environ 400 grammes de poisson par jour. Chez les fous bruns, les petits ne sont pas encore nés. On en est aux parades de séduction, surtout le matin quand il reste un peu de temps avant d'aller en mer chercher du poisson. Lors des parades amoureuses, quand la femelle ne répond plus aux sollicitations du mâle, celui-ci effectue un vol circulaire pour attirer à nouveau son attention à l'atterrissage. Ces milliers d'oiseaux déversent 2 à 3 tonnes de guano riches en phosphate et en nitrate chaque jour sur l'atoll. Il y avait autrefois ici, dans les années 1950, une usine de récolte du phosphate. Jean-Louis Etienne évoque ce détail important lors de sa conférence en direct avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Tout à l'heure, j'étais au bar des Fous en train de prendre le café. Il y a quelqu'un qui étendait son linge. Et une chose à laquelle on ne pense pas, ici, le linge peut sécher très vite avec le vent et la température, mais vous êtes obligé de tout couvrir. Donc il faut sécher le linge à l'abri. On ne peut rien laisser dehors parce que c'est une couverture de fiente en permanence. D'où la richesse, bien sûr, ce qui a fait la richesse de cette île en phosphate. Il y a le professeur Jean Trichet d'Orléans qui est venu faire un tour et c'est Monsieur Phosphate, il était dans un état d'excitation, il y a du phosphate partout. Les panneaux solaires servent souvent de perchoir. Il faut nettoyer les fientes au risque de ne plus capter assez d'énergie pour le camp. Un travail qu'il faut souvent recommencer.
145. Au laboratoire, Henri et Mathieu étudient les ailes de ces grands voiliers du ciel. Elles sont leur instrument de survie. Pour voler de la manière la plus économique possible, ces planeurs du grand large doivent avoir une voilure impeccable, émue une fois par an. Une glande croupienne située au-dessus de la queue produit une huile que les fous prélèvent et étalent à l'aide de leur bec pour rendre leurs plumes imperméables. L'équipe d'ornithologues poursuit ses investigations. La colonie de Clipperton revient de loin. Dans les années 50, après l'introduction de cochons par une garnison mexicaine, il ne restait qu'une centaine de couples de fous masqués. Les insatiables mammifères roses mangeaient les œufs et les poussins de la gent ailée. Puis un jour de 1958, un scientifique américain a tué tous les cochons au fusil. Et la colonie s'est à nouveau développée. Aujourd'hui, en dehors du rat, un nouveau mal semble frapper l'île. Le nombre de cadavres d'oiseaux est anormalement élevé. Les ornithologues cherchent à en déterminer la cause. Pour la première fois, 50 fous masqués sont équipés d'accéléromètres, de profondimètres, de GPS qui donnent une position de l'oiseau toutes les 10 secondes et renseigneront les spécialistes sur le temps passé en vol plané, en vol battu, posé sur l'eau, en accélération verticale ou horizontale. La peinture, inoffensive, permet de les reconnaître au milieu de la colonie. Bon voyage. Elle disparaîtra en quelques semaines. C'est bon. C'est bon. Cette animation retrace la pêche d'un oiseau extraordinaire. Le fou masqué semble repérer, de loin en loin, les bancs de dauphins et de thons qui, quand ils sont en chasse, poussent les bancs de poissons en surface pour mieux les acculer. Facilitant par la même occasion la pêche des oiseaux marins. Cette extraordinaire séquence de chasse, filmée très au large, ne s'observe plus autour de Clipperton. Les bateaux-usines mexicains, affrétés par le Japon, prélèvent illégalement près de 600 000 tonnes de thon chaque année dans la zone. Et les bancs de petits poissons ne sont plus rabattus vers la surface. Les fous sont donc contraints d'aller pêcher beaucoup plus loin, là où ils vont trouver des bancs de thon, ce qui représente pour eux un énorme risque d'épuisement et de mortalité. Quand les fous adultes sont rassasiés, ils ralentissent la digestion des derniers poissons avalés grâce à un mucus qui entoure les proies arrivées dans l'estomac. Ils les préservent ainsi pendant le long vol de retour pour les donner aux poussins. Au total, ce sont 30 tonnes de poissons qui sont prélevés chaque jour dans l'océan par les fous de Clipperton. Là, j'attends 2 oiseaux, une femelle équipée d'un accéléromètre, la femelle 41, et une femelle équipée d'un micro GPS, la femelle 33. J'espère qu'on va les avoir ce soir. Il y a pas mal de retours là qui s'amorcent. Ce qui est fascinant souvent dans ces retours, c'est que ça a lieu par vagues. On voit il y a des moments où il ne se passe rien, et puis à un moment, il y a des centaines d'oiseaux qui arrivent d'un seul coup, et on sent qu'il y a une arrivée massive qui revient de la mer. C'est-à-dire que tous ces oiseaux, à un moment ou à un autre, ils se sont rejoints dans l'océan, ils se suivent et retrouvent ensemble la route de Clipperton, et ça, c'est vraiment passionnant. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est difficile pour eux de trouver de la nourriture. La nourriture est rare, ils doivent partir très loin pour la retrouver. Ils sont parfois obligés de faire une trentaine à une cinquantaine de plongées par jour. Le tout pour ramener 5, 6, 7 poissons. Les adultes et les poussins se retrouvent entre eux grâce à des systèmes de reconnaissance acoustique et des postures comportementales. Le poussin va se gaver et accumuler de la graisse jusqu'à dépasser le poids des adultes. Cette graisse supplémentaire
va lui servir à survivre pendant les mois d'apprentissage, quand il apprendra à voler, à plonger, pour attraper ses propres poissons, sans y réussir à chaque fois. En étudiant donc, au jour le jour l'alimentation de ces oiseaux, on peut avoir une image vraiment précise du peuplement en poissons, notamment les poissons volants, dans l'archipel de Clipperton. Au niveau de l'expédition, on n'avait pas des moyens océanographiques suffisants importants pour aller prélever, échantillonner à plusieurs centaines de kilomètres de l'île. Mais grâce aux oiseaux marins, en les équipant d'appareils, en étudiant leur nourriture au retour, on peut avoir une idée très précise du type de poissons, les espèces capturées, et étudier par exemple des espèces très difficiles à étudier, comme les poissons volants. Les fous doivent être vigilants. Les poissons égarés lors de la délicate opération de régurgitation finissent parfois dans les pinces des crabes qui, en véritables opportunistes, ne ratent jamais une occasion de s'alimenter. Les fous sont des oiseaux vraiment fascinants. Il y a un jeune fou brun qui était près de nous pendant les premières observations. Il a très bien compris l'intérêt qu'il avait à nous fréquenter. Et on lui a donné un petit poisson à un moment. Et depuis ce jour, il nous suit vraiment comme un chien. On lui a donné qu'une fois à manger, mais bon, il a compris qu'il y avait quand même quelque chose à espérer de notre présence. Le problème est que l'aile devrait être bien droite lorsqu'on la déplie. Mais il y a une bosse ici, une bosse anormale. L'oiseau ne peut pas étendre son aile complètement pour voler. Les hypothèses émises par les ornithologues mettent en avant un problème de consanguinité, hérité d'un temps où la colonie était réduite à une centaine de fous, et de stress alimentaire, les ressources autour de Clipperton étant parfois trop réduites. Le soir est la meilleure période pour attraper les oiseaux revenus de pêche et étudier leur régurgitat. Ce fou brun repéré par Charlie les suit comme leur ombre, attendant lui aussi le premier poisson. Au-delà des habitudes alimentaires des oiseaux, les analyses en laboratoire des régurgitats peuvent aussi donner un état de la pollution des océans à l'endroit où les fous vont pêcher. Bob attrape son premier fou masqué, un exercice délicat. Son bec est semblable à un couteau à pain. Il peut faire vraiment très mal. Et il a de magnifiques yeux jaunes. Ce sont des oiseaux très résistants. Ils plongent à 50-60 mètres de hauteur et fendent l'eau à une vitesse de 50 à 60 km/h. Ils ont une force incroyable dans le cou et des corps très compacts. Et ils mordent très fort. Ces petits oiseaux sont très robustes. Les deux fines entailles que vous voyez là ont été faites par l'oiseau avec son bec. Ce poisson était probablement en train de nager lorsque le fou a plongé à 4, 6 ou 8 mètres de profondeur pour l'attraper avec son bec, le remonter à la surface, l'envoyer en l'air et finalement l'avaler comme ça. Ils sont obligés de procéder de cette manière pour éviter d'avaler le poisson par la queue. Auquel cas, ils rencontrent ce problème. Donc, systématiquement, ils ramènent le poisson à la surface, le positionnent comme ça et le lancent en l'air comme ça. Pour cet oiseau, nous avons 3 différentes espèces de poissons volants, plus un poisson de récif et un petit calmar. Belle prise. Le fidèle fou brun est enfin récompensé de son attente. Les séances de travail sur le terrain commencent à l'aube quand les oiseaux partent en mer et se terminent tard le soir quand ils sont rentrés et que les nourrissages sont terminés.
Les fous se reposent la nuit, ce qui laisse aux ornithologues quelques moments pour souffler. Oui, ils sont tout le temps dans le lagon. Camille Fresser, l'informaticien, organise ce soir-là une projection concours de dessins envoyés par des enfants d'hôpitaux avec qui l'expédition Jean-Louis Etienne est en contact. Les enfants suivent l'aventure de Clipperton au jour le jour sur Internet. Toute l'équipe, Bob, Gérard, Pascal, Lisa, Jeannot, est jury pour un soir. C'est Lisa. Très mignon. C'est pour les... Au petit matin, les fous juvéniles sont les plus actifs. Ils travaillent d'instinct leur dextérité de futurs pêcheurs en jonglant avec des écorces de noix de coco ou des morceaux de coraux. Clipperton n'est pas unique seulement pour cette immense colonie de fous masqués, mais aussi pour son incroyable colonie de frégates. L'équipe des ornithologues vient de faire une découverte importante. Bob Pittman a brièvement visité Clipperton une dizaine de fois en 20 ans, et c'est la première fois qu'il note la présence d'un nid de frégate. Nous sommes vraiment enthousiastes. Il y a habituellement 2000 frégates sur l'île qui sont régulièrement recensées depuis une centaine d'années. Mais c'est la première fois qu'elles ont décidé de nicher sur place. Certains individus volent probablement pendant 2 ans sans se poser. Et Clipperton représente donc une bonne opportunité de faire une pause et s'il n'y a pas de végétation, ils s'installeront directement sur le sol. Presque partout dans le monde, les frégates nichent sur des points hauts, des arbres, des buissons. Elles sont maladroites au sol et à l'inverse des fous ne peuvent pas courir pour prendre de la vitesse et décoller. Mais à Clipperton, le vent permanent qui balaie l'île leur permet de prendre leur envol en ouvrant simplement leurs ailes. Une impulsion des pattes et elles sont en l'air. Les frégates se nourrissent beaucoup en chippant les proies des fous masqués au retour de leur pêche. Elles ne peuvent pas plonger dans l'eau, mais sont de bien meilleures voltigeuses que les fous, ce qui en fait des chasseresses redoutables. Elles peuvent harasser ici ce fou au ras des vagues, jusqu'à ce qu'il régurgite ses poissons. En milieu de journée, aux heures chaudes, l'activité des colonies d'oiseaux est réduite. Les ornithologues et toutes les équipes se dirigent vers les laboratoires de campagne. Un premier bilan se dessine. Ah oui, c'est de la nuit dernière. Charlie, Lisa et Bob ont pu étudier plusieurs centaines de régurgitats et la compile des données commence. Ils préparent les statistiques. Ici, les oiseaux ne sont pas du tout farouches, parce qu'il n'y avait pas d'hommes ici. Et l'on peut donc les étudier comme ils étaient il y a quelques centaines de milliers d'années. Tranquilles, non dérangés, affectés par la présence humaine. C'est une situation rare. Clipperton est vraiment un lieu unique du fait de son emplacement. Il s'agit des eaux tropicales parmi les plus riches, les plus productives du monde. Et il s'agit d'une île tellement isolée. C'est le seul endroit où ces oiseaux peuvent se reproduire. C'est pourquoi ils viennent en nombre. Nous avons surpris un fou masqué en train de régurgiter un thon pour son poussin. Il était grand comme ça et large comme ça. Un gros poisson. Clipperton, c'est vraiment un rêve pour tous ceux qui travaillent sur les oiseaux marins. C'est une île qui semblait complètement inaccessible, qui abrite un peuplement ornithologique extraordinaire. Et c'est vrai que bon, l'expédition Jean-Louis Etienne, pour nous, ça a été un élan formidable et une occasion inespérée de enfin pouvoir mener des recherches sur ces oiseaux. Les fous pondent souvent 2 œufs pour augmenter les chances de survie de l'espèce. Ils s'adaptent à l'imprévisibilité des ressources marines. Mais un seul poussin survivra. Le premier, s'il est bien nourri,
tuera souvent lui-même le second pour écarter une éventuelle concurrence. Sur Clipperton, comme souvent dans la nature, la loi du plus fort s'applique. Tard ce soir-là, après 6 jours d'absence, l'un des parents du poussin mal formé que Bob et Lisa ont étudié vient le nourrir. Ce mal formé est un juvénile. Il a déjà 2 ans et demi, mais ne doit sa survie qu'à ses nourrissages qui ont perduré. C'est un phénomène très rare dans le monde animal. Souvent, le juvénile est abandonné ou éliminé par un prédateur. En 4 mois, les ornithologues ont pu constater la fragilité de cet écosystème. On pensait que l'isolement de Clipperton était sa meilleure protection. Mais aujourd'hui, la surpêche illégale met en péril ce site exceptionnel. Les chercheurs, tout comme Jean-Louis Etienne, sont favorables à l'installation d'un poste de veille permanent. Les fous de Clipperton, comme ses crabes, son récif de corail, ses thons, seraient de bons indicateurs de l'évolution de santé de notre planète.